Donc nous sommes ensemble pour 1h30 et je vais vous proposer quelques réflexions qui appartiennent à un domaine assez peu connu dans l'univers de la philosophie, même pour ceux qui ont étudié la philosophie d'ailleurs, c'est l'univers de l'esthétique environnementale. Qu'est-ce que c'est que l'univers de l'esthétique environnementale? Eh bien, c'est un domaine où on s'interroge sur notre relation esthétique avec notre environnement, avec les paysages qui nous entourent. Esthétique est ici à prendre vraiment au sens très large, c'est-à-dire qu'on va s'interroger à la fois sur nos sensations, nos émotions, nos représentations, le type de lien que nous pouvons créer avec ces milieux que nous habitons ou que nous traversons, à travers lesquels nous voyageons. Alors, c'est vrai que quand j'étais étudiant en philosophie, l'esthétique, c'était un synonyme de philosophie de l'art. On ne se préoccupait en esthétique que du statut des œuvres d'art ou du beau artistique, et jamais de la question du beau naturel. En soi, l'esthétique environnementale, c'est-à-dire cette mini-discipline où on s'occupe de notre relation esthétique au monde naturel, c'est une discipline qui a vraiment pris son essor qu'il y a une 50aine d'années. Les auteurs qui appartiennent à ce domaine sont souvent peu connus. Et donc je vais vous proposer une promenade à travers cet univers. J'ai structuré ma conférence, ma présentation en 3 parties. Je vais m'accompagner de tableaux, de photographies. D'abord, vous donner quelques notions assez générales pour entrer en relation avec les paysages du XXIe siècle. Parce que je me suis aperçu, quand on s'occupe de paysages, d'esthétique environnementale, on a tendance à raisonner à travers de grandes catégories. C'est-à-dire, en pensée, on se réfère à la forêt, la savane, le désert. On a comme ça de grandes catégories mentales ou comme des mythes qu'on a construits. Mais en fait, les environnements que nous traversons ne correspondent jamais à une forêt qui serait purement intacte, vierge, immaculée, ou un désert ou une savane qui serait purement intacte, vierge, immaculée. Le monde que nous habitons est un monde où se mêlent en permanence nature et culture. Donc dans ma première partie, c'est de ça que je vais vous parler, vous proposer quelques notions pour justement bien saisir cet entremêlement ou cette intrication entre la civilisation industrielle, la civilisation qui est la nôtre, et le monde naturel qui nous entoure. Dans une deuxième partie, je vais vous parler des deuils de lieux, des lieux que nous avons perdus, des lieux abîmés. Et puis dans une troisième partie, un petit peu de théorie esthétique. On ira plus résolument en philo, mais pas à pas. Et pour introduire ce propos, pour ne pas réserver le moment des questions et des réponses seulement à la fin de la conférence, qui est toujours un peu dommage, je voudrais vous inviter à réagir à cette photographie. Il se trouve que ce photographe, je vais vous montrer 2 photographies de lui, Olivier Major, est un photographe qui est décédé subitement et assez tristement le 4 novembre dernier. Donc je trouvais intéressant d'ouvrir par une de ses photographies. Il est connu pour certaines des photos les plus célèbres de Stromae, par exemple c'était le photographe des stars, mais il a aussi un travail artistique plus personnel sur le paysage que je trouve particulièrement intéressant et pertinent. Qu'est-ce que vous lisez, vous voyez dans cette photographie? Comment vous réagissez? N'hésitez pas, il y a un micro qui peut circuler, vous pouvez prendre la parole, pas si nombreux. Moi, je dirais 2 usages de la montagne différents. Un côté tourner plus vers les sous, et puis l'autre vers juste profiter. Oui. Moins cher. Oui, il y a la coexistence entre l'installation de la station de ski et puis la randonnée, la marche à pied. Oui, autre. La montagne, elle est coupée par un chemin. Oui, oui, tout à fait. Remarque tout à fait intéressante, c'est-à-dire que les personnes sont engagées dans une randonnée où ils tournent le dos au remont de siège. Ils vont sans doute s'aventurer dans un milieu plus naturel, mais ils sont encore dans un endroit un peu intermédiaire. Il y a le chemin, les remontées mécaniques, il y a cet entre-deux, cette coupure qui est là. On ne sait pas très bien, finalement, si on est dans une forme d'aventure, la rencontre d'un milieu purement naturel, ou si on est encore complètement attaché à la civilisation. Est-ce qu'il y a d'autres... Le chemin, il est complètement carrossable, donc le chemin lui-même, il n'est pas naturel. Le chemin, alors, les chemins en général ont été creusés, parfois il y a des ornières creusées par des troupeaux, mais enfin, les chemins ont été creusés par nos pas, par nos passages, mais ce chemin-là, effectivement, n'est pas encore un chemin seulement pour les piétons, c'est un chemin que pourraient emprunter des quads, des motos, peut-être des voitures. Oui, autre remarque? Oui, la prédominance des lignes géométriques quand il s'agit des infrastructures humaines, enfin, le télésiège au moins,
alors que la nature est plus chaotique, enfin, un univers plus, disons, il n'y a pas de ligne géométrique parfaite, quoi. Oui, remarque très étonnante et intéressante. Nous avons des figures géométriques simplifiées. Effectivement, les piliers qui portent les télésièges sont des cylindres, le chemin est une ligne. Nous simplifions, or le passage du chemin à travers ces éboulis de pierre, c'est un passage à travers des formes naturelles qui, elles, sont dans une forme de prolifération, de multiplicité, de chaos dont il serait difficile de rendre compte par la géométrie. Ce serait un univers fractal, un univers mathématique chaotique. Oui ? Oui, moi je remarque quelque chose d'assez étonnant entre le titre et la photo en elle-même, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un titre Mont Blanc pour qu'on devine que ce soit au Mont Blanc, parce que c'est pas du tout une photo. Dans le cadre d'une photo de paysage, on aurait montré le Mont Blanc, quoi, et on serait sûr de là où on est. On pourrait être dans n'importe quel autre endroit de montagne, et là on a le Mont Blanc, et pour moi ça crée une petite diffraction en fait. Tout à fait. Il y a un refus de la carte postale. Mont Blanc, il y aurait effectivement une thématique assez classique, montrer la cime du Mont Blanc, montrer peut-être une sorte de coucher de soleil ou une très belle lumière sur le Mont Blanc. Là, il y a un refus. Il s'est tourné du côté des usages. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces promeneurs ? Vous vous êtes beaucoup référé au paysage, assez peu aux émotions qu'ils pouvaient éprouver ou à leur démarche. Or, c'est vrai que la photo est tournée vers un usage de la montagne. Ça a été dit au début, mais si on se met à leur place. Oui, ils sont petits, il y a un problème d'échelle. Ils descendent, alors ils vont peut-être descendre puis monter, mais oui, ils sont petits, descendent. Qu'est-ce qui les attend sans doute ? Vous-même, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous êtes sur ce type de chemin ? Sauvagerie. Oui. Paysage, pardon. Justement, quand on marche en montagne, on essaie de s'éloigner des infrastructures humaines pour essayer de trouver un peu un paysage plus harmonieux et plus de tranquillité, parce que franchement, marcher au milieu des pylônes électriques, c'est pas très agréable. C'est ça. Il y a tout un jeu intéressant, c'est que les promeneurs sont tournés sans doute vers une immensité qu'on imagine un peu plus sauvage, un peu plus naturelle que ce qui est dans leur dos, et le photographe regarde ce qui est dans leur dos. Il cherche à s'évader un petit peu de la civilisation industrielle, il cherche un chemin, une piste pour en sortir. On a l'impression qu'ils sont au début d'une aventure, mais on voit bien ce qu'ils quittent aussi, qui est laissé à l'arrière-plan. Oui, il y avait une remarque. Sur cette photo, là, on voit bien l'empreinte anthropique. En effet, la station de ski, le chemin qui fait une saillie, et regardez la végétation, elle a été coupée en deux. Ça n'a rien de naturel finalement. Le naturel, eh bien, ça sera plutôt au bout du chemin, pour moi. Mmh. Oui. Je suis pas sûre du tout qu'ils aillent vers la nature. À mon avis, ils descendent, ils prennent ce chemin qui va rester carrossable jusqu'en bas pour redescendre en bas à la station et au chocolat chaud. C'est ambigu. Puis la luminosité est aussi un peu ambiguë. On ne sait pas trop si c'est le matin ou le soir, il y a une ambiguïté. Alors ça fait déjà pas mal d'interventions, je vois que cette photographie vous fait parler, vous fait réfléchir, et je vais essayer, dans ma première partie, de saisir un peu plus en détail cette question de l'entrelacement de la nature et de la culture dans les paysages contemporains. Alors, j'ai l'impression que nous avons tous une difficulté à prendre le type de photographie qu'a prise là Olivier Medger. Je vais en montrer une deuxième de lui, Olivier Medger. Donc, nous avons une difficulté, en fait, quand nous nous promenons dans un beau paysage, que nous l'aimons, que nous voulons le partager. Nous avons un instrument formidable sur nous qui est le smartphone, donc nous pouvons faire une photographie. Et nous avons tendance à éviter les traces de la civilisation industrielle et même les traces de l'activité humaine, c'est-à-dire à cadrer de telle façon, quand il y a un pylône, quand il y a une remontée mécanique, de telle façon que ce pylône, cette remontée mécanique n'apparaisse pas.
Et puis, nous partageons ensuite sur les réseaux sociaux ou avec nos amis ce type d'image et de représentation de la nature. Il y a un petit forfait, c'est-à-dire que c'est un peu comme les retouches que faisait l'Union soviétique, le ministère de la propagande, quand on caviardait les images où il y avait des membres du parti qui étaient tombés en disgrâce. Il y a un petit forfait, c'est-à-dire qu'on triche un petit peu avec la représentation de la nature qu'on met en circulation. Mais on pense que c'est pas grand-chose. Cependant, comme c'est un usage assez général, le fait de cadrer de telle manière que la civilisation n'apparaisse pas, au fond, c'est peut-être toutes nos représentations de la nature qui sont complètement embarquées dans cette forfaiture, dans cette manière de retoucher ce qui nous déplaît. Le courage d'Olivier Medger, enfin en tout cas son courage artistique, mais que nous n'avons pas en tant que photographe amateur parce que nous voulons faire les plus belles images possibles, c'est de laisser le poteau électrique ou de laisser la remontée mécanique sur la photographie pour qu'elle nous raconte autre chose, qu'elle nous émeuve autrement. Mais c'est souvent quelque chose que nous ne faisons pas. Pire même, nous sommes peut-être frappés de ce que j'appelle le syndrome de Babar. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome de Babar ? C'est un clin d'œil évidemment, mais c'est l'idée que nous remplissons les chambres d'enfants de représentations d'animaux. Par exemple, de petites figurines Schleich, vous savez, les petites figurines en plastique très bien peintes. Nous les remplissons de livres qui racontent des histoires avec des personnages zoomorphes. Donc ici, évidemment, les albums de Babar. Et nous remplissons donc les chambres d'enfants de peluches, de toutes sortes de représentations d'animaux. Et au même moment, on apprend par l'indice Planète Vivante du WWF, qui reparaît régulièrement et qui vient de reparaître, eh bien, que 69% des populations de vertébrés terrestres ont disparu entre 1970 et 2019. Donc nous sommes les contemporains vraiment d'un effondrement de la biodiversité majeure, d'une extinction qu'on appelle parfois la 6e extinction, d'une extinction des espèces majeures. Nos enfants, très souvent, connaissent mal ou connaissent seulement de loin le monde agricole, le monde de la ferme et voient assez peu d'animaux en vrai, à part les canards du square. Et pour autant, leurs chambres sont remplies de représentations d'animaux. Eh bien, j'ai l'impression que nous faisons un peu la même chose quand nous aimons l'écologie. C'est-à-dire que nous le faisons pour les enfants, mais nous le faisons aussi pour nous-mêmes. Nous remplissons nos bibliothèques de livres sur les animaux, sur l'intelligence du poulpe, sur la panthère des neiges. Nous rêvons de grands espaces. Nous rêvons d'aller séjourner dans une cabane au bord du lac Baïkal ou d'immersion dans les forêts primaires. Et donc nous engageons comme ça une sorte de relation complètement fantasmatique avec une nature vierge que nous rêvons vierge, intacte, mythique. Et en fait, cette nature n'existe pas autour de nous. Nos environnements sont beaucoup plus ambivalents et il y a toujours autour de nous un mélange de nature et de culture. Alors, pour affiner un petit peu ce que je dis là, il faudrait maintenant que je définisse un peu les termes qui sont en jeu par une tournure des choses un peu étranges. Le concept de nature ou le mot de nature est relativement peu utilisé aujourd'hui dans la pensée écologique. Et la plupart des philosophes qui ont le sentiment qu'il y a une urgence à réfléchir à nos relations avec ce qui n'est pas humain se méfient énormément du mot de nature. Pourquoi ? C'est largement lié à un livre de Philippe Descola, qui était là ce matin, et certains d'entre vous ont peut-être suivi son débat, un livre qui s'appelle « Par-delà nature et culture », qui est paru en 2005, où Philippe Descola montrait que le concept de nature est apparu dans la modernité et s'est construit en opposition avec le concept de culture. Au XVIIe siècle, en effet, quand on lit Descartes, quand on lit le discours de la méthode, on s'aperçoit que la modernité, avec Descartes, se donne un programme, celui de posséder une science et une technique qui nous rendrait comme maîtres et possesseurs de la nature. Autrement dit, nature et culture sont pensées par les modernes comme étant en opposition, le projet de la culture étant de domestiquer, d'arraisonner, d'exploiter la nature. Et donc, chaque fois que nous évoquons le mot de nature, disent à la suite de Descola un certain nombre de penseurs de l'écologie, nous convoquons à nouveau cette opposition entre nature et culture. Nous reconduisons des catégories de pensée qui ont mené à la surexploitation de la nature et donc à la crise actuelle. Alors, c'est presque un consensus
qui s'établit dans la pensée écologique sur le fait de ne pas employer le mot de nature. Et moi, je propose quand même de le maintenir, ce mot de nature. C'est pas la voix majoritaire, ça fait l'objet d'un débat intense, mais je pense qu'on peut le maintenir pour plusieurs raisons. On peut le maintenir d'abord parce que quand un mot a été mal employé ou a participé d'un projet de surexploitation ou de domination avec lequel nous voulons rompre, nous pouvons travailler à affiner la définition du mot. Par exemple, le mot socialisme a été défiguré par le national-socialisme, mais nous pouvons quand même essayer de le sauver de ce passé funeste. Donc ce n'est pas parce qu'un mauvais usage a été fait d'un mot que nous ne pouvons pas essayer de travailler à redéfinir le concept. Mais je pense aussi que nous avons besoin du mot de nature en esthétique. Parce que ces auteurs, aujourd'hui, parlent de préférence du vivant. C'est sans doute quelque chose, si vous aimez cette littérature qui parle de la nature, de nos contacts avec le paysage, vous avez vu que le mot vivant, la trame du vivant, c'est quelque chose qui revient énormément. Le problème de ce mot, le vivant, c'est que ça laisse dehors les glaciers, les nuages, la mer, les roches. Ça laisse à l'extérieur de notre champ de vision un certain nombre de choses. Et puis sinon, les auteurs emploient des mots comme le mot de biosphère, de communauté biotique. Bruno Latour, lui, aimait employer le mot d'hypothèse Gaïa, donc il se référait à la Terre comme à une divinité, Gaïa. Ou bien parfois, il parlait de manière un tout petit peu plus technique de zone critique, la zone critique étant la zone qui va des roches-mers jusqu'à la haute atmosphère, qui est la zone habitable par le vivant. Mais on sent bien que quand on veut parler d'esthétique et de notre rapport esthétique au monde, ces mots-là sont un peu bizarres. Si on prend une toile de Monet, par exemple, il n'est pas en train de représenter, avec les nénuphars, une communauté biotique, ni même la biosphère. On pourrait dire la même chose de Van Gogh. On sent bien que quand on veut nommer nos émotions, on a besoin d'un langage commun, d'un langage accessible pour tous, et qu'en esthétique, on va avoir besoin d'un mot, par exemple le mot de paysage. Pour un géographe, je sais qu'il y a au moins un géographe dans la salle, mais pour un géographe, le mot paysage n'est pas très précis. Il n'y a pas de définition scientifique précise du mot paysage, et pourtant c'est un mot dont on a besoin en esthétique. Eh bien, la nature, je dirais que c'est la même chose, c'est un mot dont on a besoin. Alors maintenant, si on veut affiner un petit peu, le problème que pointait Descola, et très justement, c'est cette opposition entre nature et culture, qui est une opposition qui nous met nous-mêmes, êtres humains, en extériorité par rapport à la nature. Comme si nous n'avions rien à faire et rien à voir avec les animaux, comme si nous étions d'une sorte d'essence différente, comme si nous étions un animal dénaturé ou pas un animal du tout. Et en fait, il faut sortir probablement de ce schéma d'opposition entre nature et culture. Moi, ce que je vous propose de considérer, c'est que nature et culture sont plutôt comme deux pôles de l'expérience et que nous naviguons toujours entre les deux. C'est une affaire de degrés, en fait. Ce qui signifie que quand vous êtes dans un environnement qui va vous paraître très artificiel ou très culturel, mettons que vous êtes dans le souterrain d'un parking, vous allez dire ici, la nature a été congédiée. Mais ce n'est pas le cas. Il y a encore des virus, des microbes, des insectes, une certaine composition de l'air, et puis il y a vous-même, lointain descendant d'une espèce de primate venue d'Afrique. Donc il y a des éléments de nature qui subsistent, même dans les environnements les plus anthropisés, j'ai entendu le mot tout à l'heure, ou les plus artificialisés. Et l'inverse, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous croyez que vous marchez sur les pentes du Mont Blanc ou vous êtes dans un lieu vraiment merveilleusement protégé. Oui, il est protégé, sauf que les traces laissées par les avions dans le ciel déposent du kérosène dans les sols. Et puis, même si vous êtes au fin fond d'une forêt en Guyane qui a l'air d'être tout à fait une forêt primaire où passe très peu d'humains, le réchauffement climatique passe par là. Et donc, un milieu complètement intact et préservé qui serait en dehors de la culture, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. En fait, nous oscillons entre des pôles de l'expérience. On pourrait dire qu'en ville, on doit être à 85% de culture. Peut-être que dans une forêt un peu isolée, on est à 85% de nature, mais très souvent, on est dans un entre-deux, entre nature et culture. Et alors, je vous dis ça, 85%, c'est un peu au doigt mouillé, enfin, je vous sors comme ça des pourcentages. Mais il y a des chercheurs à l'Institut Weizmann des sciences de Jérusalem qui ont fait un calcul assez original qui a été publié dans Nature, la célèbre revue scientifique américaine, un calcul récent. Ils se sont amusés à calculer que la matière manufacturée sur la Terre, ils se sont en fait amusés à calculer la masse totale de la matière manufacturée sur la Terre.
Et ils sont arrivés à la conclusion que vers 2020, cette masse est égale à la masse du vivant sur la Terre. 1,1 tératonnes. Il y a autant de matière vivante sur Terre, arbres, végétaux, animaux, tout compris, que de matière manufacturée sur la Terre. Alors là, je me suis amusé à extraire deux chiffres ou deux ordres de grandeur qui sont particulièrement choquants quand on les lit. C'est évidemment un calcul un peu fou. Vous pouvez vous référer à l'article scientifique, on le trouve en ligne, c'est assez amusant à lire, mais c'est un calcul un peu fou, c'est un peu de la pataphysique. Mais c'est pas complètement... enfin, ils essayent d'étayer leurs évaluations et leurs estimations. Et alors, ils ont estimé que les arbres pesaient 900 gigatonnes, et donc les bâtiments pèsent d'ores et déjà 1100 gigatonnes. Donc nos bâtiments, notre béton, nos bâtiments ont été très largement construits au cours du XXe siècle, d'ailleurs, pèsent déjà plus lourd que la totalité des arbres. Et puis alors, un calcul plus dérangeant, le plastique pèse plus lourd que les animaux vivant sur Terre. Un calcul un petit peu plus dérangeant. Alors, ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Je pense qu'on ne gagne pas grand-chose à abandonner complètement le concept de nature, à condition de ne pas essentialiser la nature et de bien comprendre que nous sommes toujours dans cet entre-deux, dans cette gradation entre nature et culture. Et d'ailleurs, c'est encore un tout petit peu plus subtil que ça, si j'ose. Je ne voudrais pas vous embrouiller. Ça va, je suis clair jusqu'ici ? Oui. C'est encore un tout petit peu plus subtil que ça, dans la mesure où, en fait, dans nos environnements, dans nos paysages, c'est pas qu'il y a des éléments de nature et des éléments de culture qui seraient juxtaposés. Par exemple, la voiture, élément artificiel, et la fleur, élément naturel. Il y a beaucoup d'hybrides également. Ces fleurs sont probablement le fruit d'une sélection qui a peut-être été faite d'abord par des horticulteurs, puis peut-être qu'à un moment, on est un peu descendu dans les gènes de ces fleurs qui sont plantées dans le bac. Les nuages, leur composition, on est en région parisienne, est altérée ou modifiée par la pollution. Donc ça veut dire que, en fait, même certains éléments qu'on croit être clairement du côté de la nature sont peut-être déjà pétris de culture sans qu'on le sache. Il y a beaucoup d'hybrides. Les vaches n'existeraient pas sans l'activité humaine. La plupart des plantes que nous cultivons pour nous nourrir des céréales ont été aussi largement sélectionnées, triées. Et donc, ce mixte atteint même... C'est-à-dire que ce n'est pas le paysage qui est un mélange d'éléments naturels et artificiels, il y a aussi des éléments hybrides à l'intérieur du paysage. Et c'est là-dedans que nous devons accepter de vivre, de voyager, de marcher, et ça nous demande de sortir de notre syndrome de Babar. Enfin, c'est-à-dire de faire rentrer le pylône dans la photographie. C'est un peu inconfortable, mais on y gagne en lucidité. Autre remarque que je voudrais faire sur ce sujet, il y a eu une étonnante inversion, je dirais, au cours du siècle écoulé. Voilà une très belle peinture de Caspar David Friedrich, donc grand romantique allemand. Les romantiques, c'est une génération qui est allée placer la religiosité qu'on ne trouvait plus à l'église ou au temple dans la nature, en quelque sorte. On voit bien qu'ils ont des émotions qui sont des émotions métaphysiques dans la nature. Et d'ailleurs, ce tableau est construit comme une anamorphose. C'est de toute évidence la Terre qui est représentée là, à travers cette flaque. C'est un peu subliminal, mais ce sont des continents, c'est la mer. C'est une géographie que nous ne reconnaissons pas, mais cette image est un peu familière. Et d'ailleurs, le tableau s'appelle « La Grande Réserve ». Ça nous parle à la fois du paysage qui est là, présent, et puis de la Terre. Alors, en 1832, certes, on est au tout début de la révolution industrielle, mais le rapport à la nature n'est pas fondamentalement changé depuis le début de la modernité. C'est-à-dire que la nature, et même, on est encore dans l'expérience que notre espèce Homo sapiens, qui a 300 000 ans, a majoritairement fait de la nature. La nature représente la permanence, la pérennité, par rapport à l'existence humaine. Nous autres humains ne faisons que passer dans cette nature qui a une véritable solidité, pérennité, force, puissance. C'est ce qu'on lit dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, une génération arrive, l'autre s'en va, seule la terre demeure. Seule la terre est éternelle. C'est une autre traduction qui fait le titre d'un beau documentaire sur Jim Harrison, qui est sorti il y a 1 an. Donc, ça c'est une phrase de l'Ecclésiaste. Et on voit bien que ça a été le vécu le plus courant ou le plus commun de l'humanité que de se mettre en rapport avec cette nature qui nous excède. Eh bien, pour nous,
En 2022, j'aurais tendance à dire que ce qui se produit, c'est que la nature change, est modifiée, anthropisée, plus vite que nous ne vieillissons et nous mourrons. Pour le dire autrement, nous avons gagné 40% d'espérance de vie au XXe siècle. Nous vivons plus vieux en bonne santé. Donc il y a une vraie pérennité du regard que nous pouvons porter sur le monde. Par contre, ce monde change très vite. Depuis les 30 Glorieuses, le monde a énormément évolué. La surface des autoroutes construites, par exemple, ça a énormément évolué. Les zones d'habitation ont énormément évolué. On va passer au mois de novembre les 8 milliards d'habitants. Et donc, les environnements changent plus vite que notre regard ou que notre vie humaine. Donc, le rapport permanence et impermanence s'est déplacé. Nous sommes un peu plus permanents que les milieux naturels qui nous entourent. Je vous disais tout à l'heure, 69% des vertébrés terrestres ont disparu depuis 1970. Mais je suis né en 75. Ça veut dire que autour de mon existence, 2 des animaux sur 3 qui étaient présents sur le sol terrestre sont morts. Et pourtant, je suis pas encore un vieillard. Donc ça veut dire que ça va très vite. Nous sommes contemporains d'évolutions très rapides, de dynamiques très rapides, et qui nous amènent à nous questionner, en fait, sur la fragilité de ces environnements qui nous entourent. Alors, dernier point qui a plus trait à l'esthétique pour cette première partie. Une réflexion que je voulais vous soumettre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces paysages et de l'inconfort que nous éprouvons quand nous laissons un poteau électrique ou un poteau tout court dans le cadre de la photo ou une remontée mécanique Que pouvons-nous en dire? Si mentalement vous supprimez l'élément anthropique, c'est-à-dire le poteau, vous le supprimez mentalement, vous avez affaire ici à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à des entités qui ont l'air d'avoir une belle permanence. L'horizon, la mer, le sable, le ciel, tout ça a l'air d'être un peu atemporel. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, il y a une temporalité de la nature, mais une temporalité qui est extrêmement étale, qui est extrêmement longue, qui est celle des grands événements géologiques, des marées, du cycle annuel, des équinoxes, des solstices. Et il suffit que vous introduisiez un élément de la civilisation humaine, mais même un élément anodin, c'est-à-dire qu'en termes de gravité de la pollution effective, ce poteau, c'est pas grand-chose. C'est peut-être même un perchoir pour les oiseaux. C'est pas grand-chose comme affront ou comme pollution effective. Il n'y a pas une grande toxicité de ce morceau de fer. Néanmoins, à partir du moment où il y a un élément comme celui-ci, le paysage entre dans l'histoire humaine. C'est ça la différence esthétique fondamentale, c'est que là, tout d'un coup, ce paysage se raccorde à nous. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous renvoie à la figure notre propre mortalité. Parce que c'est quoi la civilisation humaine? C'est toujours la même histoire. Ce sont des histoires de conquête et des histoires d'effondrement, de décadence. Les choses que nous construisons, les machines que nous construisons, sont vouées à l'obsolescence. Elles se dégradent en fait. Ça rouille, ça s'abîme. Et tout d'un coup, c'est notre finitude, en quelque sorte, ou notre obsolescence, notre propre fragilité que nous projetons sur le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait cette expérience. C'est une expérience qu'on peut faire même en allant camper ou même en allant se promener le week-end, d'aller vraiment dans la nature, un moment, mettons une journée ou plusieurs jours en campant. Quand on retourne à la civilisation, c'est-à-dire quand on voit les toits des premières maisons, quand on retrouve le parking, quand on retrouve les voitures, on devrait être extrêmement soulagé et content de retrouver la civilisation, mais il y a toujours une sorte de réaction de rejet, un petit malaise. Parce que le petit malaise est dû à la chose suivante, c'est que dans la nature, nous ne sentons plus le poids du temps, nous ne sentons plus le poids de l'histoire humaine. Dans un environnement très fortement naturel, nous nous sentons comme allégés de notre propre mortalité, en contact avec un ciel, avec des arbres, avec des temporalités très grandes qui nous agrandissent en fait. Un peu les sensations qu'on peut avoir quand on regarde le ciel étoilé. On tourne les yeux vers le ciel étoilé et on a une espèce de bouffée de soulagement. Et parce qu'on échappe tout d'un coup à la dimension humaine, à notre petitesse et à tous ces drames que nous voyons autour de nous. Et tout d'un coup, les voitures, la route, ces éléments qui pourrissent, qui sont... Tout d'un coup, on est rappelé à notre propre obsolescence. Et ça crée un petit choc esthétique. Bon voilà, c'était quelques notions que je voulais partager avec vous pour sortir d'une représentation dominante qui est celle qu'on trouve souvent dans la littérature naturaliste ou écologique, qui est quand même de rêver
aux forêts primaires, aux grands espaces, aux banquises, aux déserts, et de ne pas regarder autour de soi. Et vous amener à considérer que le monde dans lequel nous habitons, c'est un monde fait d'ambivalence. Voilà, quelques réflexions, quelques jalons. Je vous propose qu'à l'issue de chaque partie, on échange un peu. Voilà, ça permet de ne pas avoir une conférence tout du long. Et puis, je ne sais pas si ça vous évoque des réflexions, des questions, s'il y a des remarques par rapport à ce que je viens de dire. Je ne vais pas plomber l'atmosphère. Simplement, je pensais à ce que vous disiez, effectivement, en tout dernier lieu, effectivement, quand on rentre d'une randonnée, quand on est en randonnée, qu'on est vraiment dans la nature, comme vous dites, et qu'on s'est éloigné de nos soucis quotidiens, de la civilisation, effectivement, on a l'impression d'un véritable retour, d'une sorte de communion qu'on avait perdu avec les éléments naturels. Et effectivement, dès qu'on revient dans la voiture, en fait, on redevient une sorte... c'est presque une sorte de pilotage automatique. On se souvient qu'on doit faire telle chose, qu'on doit aller demain dans tel lieu, alors que quelques heures auparavant, on était sous la tente, on était attentif au moindre bruit. Donc c'est vrai qu'on a une relation à la nature qui est très différente. Oui, on retrouve la civilisation et on rentre dans le régime des fins et des moyens. On doit employer des moyens pour atteindre certaines fins, alors qu'on avait pu en sortir un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être pour reprendre aussi sur le paysage, la lecture du paysage qu'on peut avoir aussi. Une expérience un petit peu différente, c'est que quand on prend une route qu'on connaît par cœur, on est tellement habitué au paysage qu'on le voit sans le voir. Et si vous prenez, j'extrapole, mais si vous êtes habitué à prendre à gauche, et tout d'un coup vous prenez à droite, et c'est ce que j'appelle moi se faire surprendre par le paysage, c'est-à-dire que c'est le même, mais vous avez l'impression d'être derrière la photo en fait. Et c'est aussi intéressant de se faire surprendre par le paysage en lui-même. Oui, c'est une expérience d'autant plus importante que nous avons un jour, en fait, sans le vouloir, vous avez acheté un appareil comme ça, et en fait, vous vouliez un téléphone. C'était un jour après 2007. Et sur cet appareil, il se trouve qu'il y avait un logiciel de géolocalisation. Vous n'avez pas fait attention, vous ne l'avez même pas voulu, ce logiciel. Puis vous vous êtes aperçu qu'il était là, vous vous êtes mis à l'utiliser, et de plus en plus fréquemment, y compris pour les parcours piétons. Et cet appareil, cet algorithme, vous propose des trajectoires optimisées, selon un seul critère, l'économie de temps. Parce qu'on pourrait essayer d'optimiser selon d'autres critères. Par exemple, l'agrément esthétique. Mais ça, c'est compliqué pour un algorithme. Et donc, en fait, ces trajectoires optimisées que nous avons tendance de plus en plus à suivre, elles évacuent les rencontres imprévues, elles évacuent le hasard, elles évacuent le pas de côté. En quelque sorte, elles rendent très difficile la contemplation. Et sans doute qu'à un moment, il faut sortir de l'ornière, de l'itinéraire optimisé, pour revoir les choses. Sinon, vous restez dans le règne des moyens et des fins, des moyens bien ajustés aux fins, c'est ça, un parcours optimisé, quand bien même vous êtes dans un environnement très naturel. De mémoire, le premier cours de philosophie que j'ai eu, c'était sur nature et culture. Et vous l'abordez avec le paysage. C'est beaucoup plus matérialiste, mais beaucoup plus parlant. Et au moins, je reprends mon cours de philosophie. C'est un vieux thème, hein, nature et culture. Je reprends aussi un petit peu les cours de philosophie. Ça me replonge quand vous disiez qu'on ne peut pas véritablement voir la forêt ou la savane ou la montagne. Ça me rappelle un peu le monde des idées de Platon. Et je me dis qu'on peut peut-être encore repenser la nature dans ce sens-là. Il y a l'idée de la nature, l'idée de la savane, l'idée de la mer, l'idée de la montagne, et qu'on ne le voit jamais vraiment parfaitement. Et ça rappelle l'idée d'esthétique que Platon essayait un petit peu de dénoncer. Mais je ne sais pas ce que vous pourriez dire par rapport à ça, au monde des idées, potentiellement, de Platon.
Ma démarche est non platonicienne. C'est-à-dire que moi, la philosophie qui m'inspire est une philosophie beaucoup plus matérialiste. C'est aussi pour ça que je passe par des photographies, par des situations beaucoup plus pragmatiques en un sens. Et je me méfie de l'idéalisme et des représentations idéalisées. Pourquoi cette démarche qui consiste à essayer de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire nos environnements tels qu'ils sont? Parce que ce qui va se passer, c'est que le jour où vous allez vouloir aller voir une forêt primaire et vous offrir le voyage, il y aura une résidence années 70 sur le côté, il y aura une autoroute qui va traverser la forêt primaire, il y aura encore des atteintes de la civilisation industrielle autour de vous. C'est ça qui va se passer. Si vous voyagez, vous le savez, en fait, cette civilisation a peu d'extériorité. Et pourquoi cette démarche? Parce qu'il me semble que tant qu'on entretient le mythe ou l'idée de la nature vierge et intacte, en quelque sorte, on ne fait rien, parce qu'on se dit tout va bien. C'est-à-dire, alors que si jamais on se réinstalle dans notre situation réelle présente, on peut avoir envie d'agir. En gros, mon idée, c'est que si vous êtes réaliste, vous récupérez de la puissance d'agir. Bonsoir. L'interprétation que j'avais faite de prime abord de la photo qui est là et de celle du Mont Blanc, c'était pas la même que la vôtre, mais la vôtre est bien meilleure que la mienne, dans la mesure où moi ce que je vois en premier, c'est quelque chose justement qui est permanent, enfin le pylône en l'occurrence. Et quand je fais une photo, je cherche justement à pas avoir un pylône en plein milieu quand je prends une plage ou une montagne, alors que l'interprétation que vous faites est contraire, dans la mesure où vous dites que les choses qu'on ne veut pas voir, c'est des choses qui vont disparaître comme nous allons le faire. Alors ça amène quelque chose de plus précis. Ce pylône, il est impermanent tant qu'il rouille. Si laissé à lui-même et non repeint, il va assez vite tomber. Même pas quelques décennies, je dirais. Enfin, il suffit de marées un peu hautes, un peu fortes. Par contre, il contient une part d'éternité au sens platonicien du terme, c'est-à-dire qu'il est géométrique. On revient à cette question de la géométrie. On peut se dire qu'il incarne une figure géométrique avec une telle pureté qu'en quelque sorte, il paraît être en lien avec l'univers des mathématiques dans lequel la mort n'existe pas. Et quand je prends des photos de paysages de montagne, en l'occurrence, il y a un endroit qui m'est cher où je prends très régulièrement la photo dans le même axe, etc. Et ce qui me plaît, c'est que les saisons faisant, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir des levées de soleil, des couchers de soleil, etc. Alors que sur cette photo-là aussi, selon la marée, selon la couleur du ciel, selon l'ensablement, on va avoir des choses qui vont être variables. Alors que le poteau, on peut se dire, l'année prochaine, il sera encore là et il rouillera peut-être un peu plus, mais ce sera le même. Donc il n'a pas l'intérêt, si on prend l'esthétique comme critère, que peut avoir une plage ou une montagne. Oui, là ça m'emmènerait un peu loin, je vais pas détailler, mais c'est un point que j'aborde dans le livre qui est sur les couleurs. Je propose un chapitre sur la théorie des couleurs et de dire qu'en fait les objets manufacturés ont des couleurs étalonnées, alors que les entités naturelles, une fleur, la mer par exemple, ont des couleurs changeantes, vibrantes. Et il y a une sorte de vibration de la couleur qui n'est que gradation, que nuance, que fluctuation. C'est vraiment très évident dans le cadre du paysage maritime ou du ciel. Et donc en fait, là il y a un contraste entre le pylône et son blanc, pas la rouille, mais le blanc est étalonné, et la mer est évidemment changeante. Alors, on prend encore une ou deux remarques. Bonjour, je suis Armelle Chitrit, je suis poète et je suis intéressée par votre école d'écriture créative parce que depuis quelques années, j'enseigne aussi l'écriture créative, l'école qui s'appelle Les Mots. Et c'est pour vous poser une question j'arrive tout droit de la Maison Breton à Saint-Cyr-la-Popie, qui est en train d'être mise sur pied. Et il y a la citation de Breton qui me revient. La médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d'énonciation ou de notre capacité d'énonciation? Et je voudrais quand même saluer l'espèce humaine pour cette capacité d'articuler le vivant, la culture, la nature. Et je voulais savoir votre position en tant que philosophe sur... parce que le surréalisme, c'est aussi une pensée. Voilà. Ouais, c'est vaste comme question. J'ai beaucoup aimé certaines descriptions d'André Breton de la nature. Notamment, il y a un chapitre qu'il consacre au pic de Tolède dans L'Amour fou. Et il dit quelque chose qui m'a énormément perturbé quand j'étais adolescent. J'ai lu la première fois ce passage où il dit que voilà, c'est très beau, seulement c'est pas là qu'il faut aller habiter.
Parce que si vous habitez à un endroit si beau, sa beauté va vous annihiler et vous rendre incapable d'écrire. Si vous voulez écrire, il faut être un peu coupé de tant de beauté. Et c'est intéressant parce que ça signifie que pour lui, en fait, dans l'opération poétique ou dans l'écriture du livre, du poème, il y a l'idée peut-être pas d'un deuil ou d'un manque, mais il y a une expérience qui n'est pas là dans le présent, il y a quelque chose qui n'est pas comblé dans le présent, et que je vais essayer de restituer ou de compenser par l'écriture. Encore le syndrome de Babar, en un sens, appliqué au surréalisme. C'est-à-dire encore cette idée que par la culture ou par l'énonciation, nous essayons de compenser l'absence, le manque. Et voilà ce que ça m'évoque. Après, on pourrait parler longtemps de Breton, mais les dimensions de la conférence ne le permettent pas. Oui, moi je suis un peu gênée depuis le début. J'entends bien ce que vous dites sur le fait qu'on vit évidemment dans des paysages qui mélangent nature et autre chose, manufacturée. Mais je vois pas pourquoi systématiquement vous semblez imaginer, nous dire que ce qui est manufacturé n'est pas beau, enfin que le beau dans les images que l'on voit, c'est la partie paysage, et que ce qui n'est pas la partie naturelle serait moins beau. Moi, je trouve très magnifique cette image, et je trouve très magnifique ce pylône. Le blanc du pylône, il est certes étalonné au moment où il est fabriqué en usine, il ne l'est plus du tout à partir du moment où il est dans le paysage. De la même manière que le paysage, il change avec la lumière. Il existe, il fait partie du paysage complètement. Et du coup, pour moi, je suis d'accord de dire que le paysage est évidemment impur, mais je vois pas en quoi ça le rend moins intéressant et moins beau. Non, mais alors, je rectifie une chose, parce que quand on improvise, c'est le pic du TED à Tenerife que décrit Breton. En fait, on dit un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, je propose de regarder le monde tel qu'il est, pas pour me lamenter de sa laideur. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut surmonter un a priori. Ce que je disais, le fait qu'on ne veut pas cadrer ça au départ. Au départ, vous êtes là, vous n'allez pas le prendre. Peut-être vous, exceptionnellement, si, mais la plupart des gens, et moi le premier, on va l'éviter. Et en fait, il faut se forcer un petit peu, il faut se faire un petit peu violence. Et une fois qu'on regarde le monde tel qu'il nous entoure, il y a encore de la beauté à y saisir. C'est pas pour se lancer dans un gigantesque lamento que j'argumente, mais simplement, le régime dans lequel on entre n'est pas le même. Ce paysage appartient d'une manière ou d'une autre à l'histoire humaine. L'objet le date et le rapporte à nous et à nos intérêts propres. Sans le poteau, il n'est plus daté du tout. Ça pourrait être un paysage de l'époque médiévale ou de la préhistoire. Et donc, si vous voulez, on n'est pas dans le même régime de temporalité, on n'est pas dans le même rapport au monde extérieur. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de commencer à se lamenter. Alors, je prends une dernière remarque peut-être, et puis après j'avance, et à la fin de chaque partie, on débattra. Finalement, vous mettez l'accent sur vous critiquez une certaine naïveté de notre regard qui est culturel, qui consiste à idéaliser la nature et à faire un peu ce que Alain Roger appelait le verdolâtrie, un peu, c'est peut-être un peu ça. Ceci dit, est-ce qu'on peut pas se demander si cette vision un peu idéalisée, qui était celle des peintres par exemple, n'a pas eu aussi, elle est peut-être datée, mais est-ce qu'elle n'a pas eu son intérêt aussi, parce que par exemple quand on a classé des sites parce qu'ils étaient pittoresques, il y a une loi qui a été promulguée à ce sujet en 1930. Et donc on a classé des sites, non pas parce qu'ils avaient une riche biodiversité ou autre, mais parce qu'ils ils avaient été admirés par des peintres ou des poètes avant d'être admirés par le public. Voilà, ceci dit, je comprends tout à fait votre point de vue. Oui, alors c'est plutôt une remarque que je vois comme complémentaire. C'est vrai que la démarche des écrivains a parfois influencé. L'exemple le plus éminent, ce serait celui de John Muir. John Muir, qui est un écrivain naturaliste américain, qui a exploré
toutes les montagnes du Yellowstone et qui est directement à l'origine du mouvement des parcs nationaux aux États-Unis, donc qui a réussi à faire passer des lois pour la protection de certains territoires qu'il avait auparavant valorisés dans des textes publiés dans la presse. Donc il y a évidemment des liens entre l'admiration esthétique et le... Mais moi je ne vous parle pas tellement du rôle des écrivains et des peintres au sens où je les vois comme complices du forfait. Le forfait que j'essaye de nommer sur le fait qu'on retire le pylône ou qu'on ne veut pas voir certaines choses, c'est plutôt le forfait du fond d'écran d'ordinateur. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est-à-dire vous entrez dans des bureaux paysages extrêmement artificiels, extrêmement climatisés, et vous voyez que chacun sur son fond d'écran a une forêt magnifique, a de l'eau, un torrent dans le nord du Canada. C'est ça qui moi, m'étonne. Voilà. Alors, je vois que ça prête à débat, donc tant mieux, mais je vais quand même avancer un peu dans mon propos. Ma deuxième partie porte davantage sur une expérience que je vais essayer de thématiser philosophiquement, sur une expérience commune, qui est l'expérience des deuils de lieu. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en vous disant, mais si jamais vous avez vécu 40 ans, 50 ans sur cette terre, ou même 30 ans, vous avez probablement perdu des lieux qui vous étaient familiers. Moi, je peux vous dire, un lieu que j'ai perdu, par exemple, j'ai passé toutes mes vacances dans un village du Poitou, où ma famille a ses origines, et en face de la maison, il y avait un pré à moutons. Bon, un pré à moutons, on allait voir les moutons le soir, ils se promenaient, ils étaient très peureux, ces moutons-là, ça nous amusait beaucoup quand on était enfant. Eh bien, à la place du pré à moutons, il y a un lotissement, aujourd'hui. C'est pas très grave, mais ça signifie qu'à chaque fois que je passe là, mon cerveau, il y a une correction. C'est, mince, mais où sont les moutons ? Et puis après, ah oui, le lotissement, les crépis rouges, champagne, etc. Ok, c'est un lotissement. Alors, c'est pas très grave. En soi, bon, ce pré à moutons n'avait pas une valeur esthétique folle, mais quand même, ça marque une encoche. De même que nous perdons des proches, de même que nous perdons des personnes, nous perdons des lieux. Et au profit d'un paysage qui se mélange, qui se réurbanise. J'ai pris une photo ici de Pardon, d'un livre de 2005, qui s'appelle La France, qui me semble assez bien exprimer cette situation. Alors ça veut dire quoi ? C'est peut-être un arbre dans lequel vous aimiez monter, qui a été coupé, où vous alliez lire ou construire une cabane quand vous étiez enfant. C'est peut-être un coin de forêt sur lequel il y a une déchetterie. Il y a des cas de deuil de lieu plus terribles, où il y a carrément une station d'épuration, une autoroute qui est passée dans votre paysage d'enfance. Et là, c'est beaucoup plus violent. Mais nous devons composer avec ces deuils de lieu. Et ce qui est intéressant, là, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de discours collectif sur les deuils de lieu, ou pas vraiment. Il y a une sorte de retard de la prise en compte collective de la fragilité de nos écosystèmes. Et donc, il y a quelque chose à défricher. Autant on a une manière de ritualiser et du coup de vivre et de supporter les deuils de personnes. D'abord, il y a des cérémonies, il y a des discours, il y a des photos, il y a une manière d'entretenir le souvenir. Autant sur les deuils de lieu, on est assez démunis et chacun se coltine un peu sa peine dans son coin. Alors, si on veut parler un petit peu de ces deuils de lieu, de quand ça date cette affaire-là ? On entend chez Platon le tout premier cri de ce type, le tout premier texte dans la tradition occidentale qui nous semble parler d'écologie. C'est un passage, en fait, assez court d'un dialogue de Platon, donc on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, le Critias. Et dans ce passage, Platon se lamente de ce que sont devenus les monts de l'Attique, c'est-à-dire les montagnes qui sont juste derrière Athènes, parce que Athènes, dans son expansion militaire, avait besoin de navires, dans son expansion urbaine, avait besoin de bois de charpente, et en fait, Athènes, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, a commencé à importer massivement du bois, après avoir en fait déforesté toutes les montagnes aux alentours. Et Platon jette un cri. Je vous lis juste 3 lignes, mais vous allez voir la tonalité. Aussi, comme il arrive dans les longues maladies, notre pays, auprès de ce qu'il était autrefois, est devenu semblable à un corps malade tout décharné. Et la terre, se fondant de toutes parts, de grasse et de puissante qu'elle était, ne présente plus qu'un squelette aride. Il y a là la première expression d'un regret qui porte d'ailleurs sur un point sur lequel il y a une querelle d'historiens, que moi je ne sais pas trancher. C'est la question de l'importance des déforestations dans le bassin méditerranéen entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et notre ère. On pense que le fait que très souvent dans le bassin méditerranéen le relief est un peu aride, c'est-à-dire on voit le calcaire à nu avec une végétation basse,
c'est quelque chose de récent et qui fait suite en fait à l'appétit en bois démesuré des puissances d'Athènes, de Rome, de Carthage. Alors ça fait débat ce point. Est-ce que le fait d'avoir ce relief très sec, très aride, c'est directement dû à ces déforestations massives? C'est pas facile à renseigner. Mais en tout cas, Platon, dans la suite de son texte, est très précis parce qu'il dit bien que c'est de la roche qui apparaît à nu. Il dit aussi que dans ces paysages, on ne peut plus guère avoir que des abeilles et rien d'autre, alors qu'avant, il y avait des arbres magnifiques. Alors, plus près de nous, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans les deuils de lieu, il y a un philosophe australien, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Glenn Albrecht, qui, lui, a proposé un néologisme, un concept, en fait, pour parler des deuils de lieu. Glenn Albrecht a l'expérience suivante. Il est allé, donc il vit en Australie, il est chercheur en Australie, il s'occupe de philosophie, c'est aussi un militant écolo. Et il a découvert un bouquin d'un couple d'ornithologues, le couple Gould, qui décrivait de manière extrêmement enthousiaste une vallée en Australie qui s'appelle le Upper Hunter Valley. Et il décide avec sa femme d'aller voir cette vallée, puisqu'elle est décrite comme la Toscane de l'Australie. Ils se rendent sur place et ils constatent là, vraiment, et c'est une photo de ces endroits-là, dans les paysages que décrivait Gould, le couple Gould avec tellement d'enthousiasme, qu'il y a des mines d'extraction à ciel ouvert, parmi les plus grandes du monde. Donc c'est là qu'il y a parmi les machines d'extraction les plus impressionnantes du monde. Et il rentre de cette excursion avec sa femme le soir même, et ils sont complètement abattus, Glenn Albrecht et sa femme, et ils cherchent à mettre un mot sur ce qu'ils viennent de vivre, sur ce qu'ils éprouvent en fait. On éprouve une émotion, on sent qu'il y a une perte, comment on pourrait nommer cette émotion? Alors là, ils ont commencé à chercher. Il existe un mot qui était à leur disposition, qui est celui de stress environnemental ou de stress écologique, mais c'est pas vraiment du stress, ce qu'ils éprouvaient. Donc, ils le laissent de côté. Après, lui, il le raconte dans son article scientifique, c'est pour ça que je sais tout ça. Il propose place ache, c'est-à-dire comme headache, c'est-à-dire mal de tête, place ache, la douleur du lieu. Mais ça sonne mal. Place ache, c'est pas génial comme néologisme. Et là, il se souvient du mot solatium, solace en anglais, qui veut dire soulagement, qu'on entend dans une gamme de mots différents, puisque solace, on l'entend à la fois dans consolation et dans désolation. Donc c'est un mot un peu ambivalent. Et puis il se souvient qu'un médecin alsacien, au XVIIIe siècle, a créé un néologisme pour parler des gardes suisses qui avaient le mal du pays. Ce mot, c'est nostalgie. De nostos, le retour, et algos, la douleur, en grec. Et là, il s'est dit, tiens, nostos, le retour, algos, la douleur. Ce qu'on éprouve est en rapport un peu avec la nostalgie. Les gardes suisses avaient le mal du pays. Seulement, le type d'exil qu'on vit quand on perd un lieu, c'est un exil immobile. Normalement, l'exilé qui est nostalgique, il regrette le pays de son enfance ou la région de son enfance, mais il peut y retourner. On ne peut pas retourner dans le passé. Et donc, on a bien une forme d'exil, mais d'exil immobile, donc ça ne peut pas être tout à fait nostalgie. Et là, il propose solastalgie. Solace, algie, solastalgie. Il propose ce mot, et il va assez loin dans son article de 2005 sur le sujet, puisqu'il dit, finalement, cette solastalgie, c'est une des émotions majeures de notre temps, et c'est ce qui explique l'explosion des troubles, des psychopathologies dans le monde développé. Il va assez loin, c'est-à-dire qu'il dit la solastalgie la plus violente, c'est celle qu'éprouvent les Amérindiens, qui, parqués dans leurs réserves, vivent un arrachement permanent, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont dans un regret, dans un exil immobile, mais d'une intensité bouleversante qui font qu'ils sont détruits, qu'ils n'arrivent même plus à y vivre bien. Mais au fond, dit-il, c'est le problème quand le paysage s'émiette autour de moi, c'est qu'il y a un effet rebond sur ma propre identité. Pour sentir l'unité de mon être et l'unité de ce que je suis, j'ai besoin d'une certaine unité des lieux qui m'entourent. Si les lieux se morcellent, si les lieux que j'aime se morcellent, je me sens moi-même morcelé. Je me sens moi-même abîmé. Et il y a eu diverses études de santé publique aux États-Unis suite à l'apparition de cet article, notamment de l'Alliance des psychiatres. Enfin bon, il y a différentes organisations aux États-Unis qui semblent montrer des corrélations en fait entre certaines psychopathologies du type plutôt dépression et les déprédations environnementales. Autrement dit, quand vous créez une zone comme celle-là, d'extraction minière très importante, vous créez à ces franges, dans les villes et les villages autour, pas mal de dépression. Et
une augmentation du taux de suicide. Donc il semblerait bien qu'il y ait quelque chose de juste dans ce concept de solastalgie. Je vous propose un troisième concept pour nommer ces deuils de lieu. Comme il s'agit de phénomènes émergents, ben, ce n'est pas évident de les cerner. Troisième concept, enfin le premier c'était pas un concept, c'était une troisième référence plutôt. Je regarde là. J'ai prévu trop de choses. Alors, je vous propose une troisième idée, qui est l'idée de déracinement, qui est proposée par Simone Weil dans son livre sur l'enracinement, un drôle de bouquin écrit dans une sorte de panique laissée inachevée à sa mort et édité plus tard par Camus. Elle écrit, Simone Weil, ce livre quand elle est à Londres, auprès du général de Gaulle. On est dans les années 42-43, montée du nazisme, et elle s'interroge sur les besoins fondamentaux de l'être humain. Mais il y a une phrase qui m'a semblé vraiment fulgurante dans ce livre, où elle dit que le salariat et le travail en usine a exilé sur place les humains. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire qu'auparavant, dans les sociétés traditionnelles qui vivent de l'agriculture et de l'artisanat, il ne faut certainement pas les idéaliser, le travail est très dur, mais on travaille en contact avec son milieu et avec son environnement. D'ailleurs, on prend soin de son environnement, on regarde tout. On regarde les solstices, les équinoxes, les pluies, les inondations, le soleil, parce qu'une mauvaise grêle emporte une récolte, ça peut être une famine, c'est-à-dire que l'humanité dépend de son lieu. À partir du moment où le modèle hégémonique du travail qui se met en place, c'est celui du salariat, où on travaille dans des usines et plus encore dans des bureaux, en fait, le paysage autour de vous, le monde autour de vous peut se détériorer totalement, ça ne change pas votre paye à la fin du mois. C'est-à-dire puisque vous vivez dans des lieux qui sont hors sol. L'usine, c'est un lieu de production de richesse hors sol. D'ailleurs, les usines, c'est très intéressant, la plupart des usines, pour des raisons folles en fait, sont sans fenêtres. D'abord, on voulait cacher les ouvriers à la vue des bourgeois au XIXe siècle, mais il y a quand même cette idée de construire un lieu qui est soustrait au cycle jour-nuit. Puisqu'on va y travailler et faire les 3 à 8, autant cadenasser les gens dans un espace sans fenêtre. On pourrait discuter longtemps de cette architecture des usines, mais dans les bureaux, il se passe un peu la même chose. Vous pouvez travailler dans un bureau, et puis avoir la clim, et puis avoir la lumière électrique, et finalement, arrive le printemps, et vous... mais j'ai pas vu passer l'hiver. Bah oui, c'était chauffé, j'avais la lumière électrique, j'ai même pas vu passer, je ne vois plus passer les saisons. Ça veut dire que, à mon avis, Glenn Albrecht a raison, mais il a aussi un peu tort. C'est-à-dire, il a raison, mais là où il a un peu tort, c'est que nous avons été déracinés au préalable. Nous avons des liens un peu distendus avec nos environnements. Nous les voyons un peu de loin, plutôt pour nos promenades du week-end, en loisirs. On n'en dépend pas fondamentalement. C'est ce qui fait que finalement, on n'est pas super inquiet. Quand on voit les incendies de cet été, si, on est inquiet, mais la paye à la fin du mois, c'est la même. On ne touche pas encore au nerf. Et puis en plus, le coût des inondations, des sécheresses, des incendies, c'est un coût qui est réparti entre l'État, les assurances. Pour nous, c'est un peu insensible. Pour une communauté plus traditionnelle, c'est une menace immédiate et directe. Vous voyez, et c'est pour ça que c'est feutré. C'est pour ça que nos émotions, le déracinement explique que nos émotions soient un petit peu feutrées ou filtrées. Bon, j'avance. Sur ces notes joyeuses, je voulais quand même parler un instant ou rapidement, peut-être vous donner quelques indications sur si les lieux meurent et se détériorent, si nous avons des deuils de lieux, est-ce que les lieux peuvent renaître? C'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, est-ce que la restauration écologique est possible? D'abord, ça existe, la restauration écologique. Il y a de multiples programmes de restauration écologique, partout dans le monde, en France, partout en fait. Qu'est-ce que c'est que la restauration écologique? On peut viser plusieurs choses. Ça peut être par exemple essayer d'enlever un produit toxique, par exemple suite à une marée noire, ou à l'empoisonnement d'une rivière. Il peut s'agir de rétablir un cordon dunaire, comme vous le voyez ici, suite à une marée exceptionnelle, à de l'érosion. Il peut s'agir de replanter, de reforester, comme dans les deux images du haut, l'une concernant la mangrove et l'autre un projet africain. Il peut s'agir de réhabiliter un ancien site industriel. Et donc, il existe de multiples programmes de restauration écologique. Il y a un débat philosophique sur la restauration écologique. D'abord, il y a une connaissance purement d'ingénierie écologique pure. Ça mobilise beaucoup de métiers. Mais du point de vue philosophique, la restauration écologique pose 3 questions. Je vais juste les énoncer comme ça, mais il y a 3 dilemmes à résoudre.
Première question qu'on peut se poser quand on aborde un environnement sur lequel, ou un milieu sur lequel on veut produire une opération de restauration écologique, est-ce qu'on va faire ce truc bizarre qui consiste à tuer les végétaux et les animaux qui n'ont rien à faire là? Imaginez que vous voulez rétablir l'état d'une mare et qu'en fait, il n'y a plus que des poissons-chats là-dedans et des ragondins. Vous tuez? Ou, je ne sais pas, d'une friche ou d'une forêt qui a brûlé. Et mettons que ce soit des ronciers, des plantes envahissantes, des espèces dites invasives qui sont arrivées là. Et vous voudriez rétablir une chêneraie ou une hêtraie, comme c'était le cas auparavant. Vous arrachez tout? Ça, c'est un premier paradoxe, c'est-à-dire, est-ce qu'on est légitime, nous autres êtres humains, après avoir détruit un environnement par notre gourmandise et notre activité, est-ce qu'on est légitime pour appuyer sur reset? C'est-à-dire dire, OK, avant la restauration, j'efface. C'est étrange comme opération mentale. Deuxième question philosophique intéressante. Je pointe les problèmes. Je ne vous donne pas les solutions, parce qu'au fond, c'est projet par projet qu'on doit répondre. Quelle est l'époque que je veux rétablir? En Europe, ce n'est pas une question qu'on se pose tellement. Quand on fait de la restauration écologique, on veut revenir juste avant la révolution industrielle. Il y a un consensus autour du pastoralisme. Ce qu'on veut rétablir, nous, c'est le bocage. C'est le bocage du XVIIIe siècle. Ça nous va très bien. Des haies, des champs, ça nous va très bien. Aux États-Unis, c'est une vraie grosse question. Parce que, est-ce qu'on veut rétablir le monde agricole que les colons occidentaux ont mis en place, ou est-ce qu'on doit rétablir l'environnement précolombien? C'est pas du tout la même chose. D'autant que l'environnement précolombien, les Amérindiens, c'est pas qu'ils laissaient tout en friche, ils pratiquaient massivement le feu. Le maillage du continent nord-américain, le maillage de forêts et de plaines où paissaient des bisons, est un maillage artificiel créé par les Indiens avec une extraordinaire maîtrise de la pyrotechnie et du feu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va essayer de rétablir des territoires précolombiens, mais à ce moment-là, il faut qu'on déclenche des feux? Qu'on entretienne désormais ces territoires par le feu? Ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux, en arrivant aux États-Unis, se sont dit « Ah, mais c'est vierge. Mais ce sont les grands espaces. C'est vierge, c'est inculte. » Parce qu'ils ne voyaient pas de sillon. Pour eux, cultiver, c'était labourer. Et ils n'ont pas compris, leur œil ne pouvait pas voir qu'il y avait un travail qui avait été fait pendant des siècles et des siècles sur ces lieux par les humains. Donc voilà, gros problème. Deuxième problème lié à la restauration écologique. Et troisième problème, une fois qu'on a restauré un lieu, par exemple, imaginez cette forêt là ou cette mangrove, on l'a restaurée, ça a marché, on sanctuarise ou pas? On dit bon, les humains ont vraiment fait n'importe quoi là dans ce coin du monde, maintenant ils y mettent plus les pieds? Ou alors est-ce qu'au contraire, on essaye de rétablir des usages, et des usages différents, du type randonnée, permaculture, des usages respectueux? Troisième dilemme. Vous voyez, c'est plein d'embûches, cette histoire de la restauration écologique, qui a l'air si simple. Ce qui est amusant avec la restauration écologique, c'est que le principe général, vous êtes pour rétablir un écosystème qui a été abîmé? Oui. Et dès qu'on creuse, mais ça veut dire quoi? Ah, alors là, vertige. Je vous donne juste un cas d'école rapide, Freshkills. Freshkills, c'est la plus grosse décharge du monde. En 1948, à côté de New York, oui, parce que quand on veut construire une grande ville, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut sacrifier plus de superficie que le terrain de la ville autour. Aéroport, déchetterie, station d'épuration, plateforme pour camions. Donc, une grosse ville magnifique, Manhattan, Paris, c'est beau, hein, Rome, etc., sacrifie tout autour pas mal de terrain. Alors, en 1948, sur Staten Island, à côté de New York, on décide de créer une décharge pour 3 ans. Oh, ça va être éphémère, ça va être éphémère. Ça a duré jusqu'en 2001. Pendant les années 80, 30 000 tonnes de déchets arrivaient chaque jour sur cette décharge. C'est la photo que vous voyez à gauche. Et c'est devenu du poison à l'état pur. Énormément de maladies chez les riverains. C'est devenu en fait ingérable. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un des programmes de restauration écologique les plus ambitieux jamais mis en place qui a été lancé à partir de 2001. Fermeture voulue par le maire Giuliani, le maire de New York en 1998. Fermeture effective en 2001, début 2001. Réouverture de la décharge pour mettre les décombres des tours du 11 septembre.
décombres dans lesquels il y avait des cadavres. Donc, les rebuts, le déchet que produit notre civilisation, c'est aussi un déchet, c'est-à-dire il y a aussi des cadavres, il y a aussi de la mort là-dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est grave en fait, cette affaire. Il y a une gravité, il y a de drame, il y a une densité de tragédie dans cette décharge. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est plus de 800 hectares qui ont été recouverts d'une très grosse bâche de caoutchouc, et puis des gravats, des pierres, du sable, de la terre, et c'est aujourd'hui un parc que vous voyez là, à droite. Un parc qui est destiné aux familles, absolument sain, sauf que par en dessous, le déchet travaille. Parce que ça faisande toujours. Il y a des gaz, notamment du méthane, et donc il y a tout un système de tuyaux sur les 800 hectares qui récupèrent ces gaz et qui les évacue. Il y a un liquide qui suinte en permanence, qui est drainé, et ce liquide est drainé jusqu'à une station où il est transformé en petit pain. J'ai appris que ça s'appelait le Livixia. Ça, c'est hyper toxique. C'est quasiment comme des déchets radioactifs, et donc ça va vers une autre centrale avec un site d'enfouissement très particulier qui est loin de New York, celui-ci, et c'est ces petits pains hyper toxiques, c'est de la quintessence de déchets. Alors, vous pouvez vous promener là avec votre famille, avec vos enfants, mais qu'est-ce que vous ressentez au fond? Ben, c'est bizarre, et c'est le monde de la restauration écologique. C'est un monde un peu anesthésié. Vous voyez, c'est comme... je suis super heureux, bah oui, je suis très très heureux, sauf que je suis bourré d'antidépresseurs. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire il s'est passé là quelque chose de très artificiel qui rétablit un environnement, à l'œil nu je ne vois pas, et pourtant on ne peut pas vraiment revenir au point initial dans un site pareil. Donc on est là encore dans cette espèce d'entre-deux. Voilà, alors... Je vois que le temps passe, j'ai fini pour ma deuxième partie, ça peut appeler quelques échanges, et puis je sens que je vais être en retard. Est-ce qu'il y a des réflexions, des remarques ? Toujours un questionnement. Ça me rappelle la problématique qu'il y a eu à Angkor lorsqu'on a donné aux Indiens la faculté de restaurer un des temples. Et leur réaction a été de reconstruire à neuf. Et dès qu'ils l'ont fini, ils ont appelé le reste du monde en disant « Regardez ce qu'on a fait ». Et ils ont dit « Mais attendez, où sont les fromages, où vous avez enlevé les arbres, etc. Vous avez reconstruit la neuf, mais c'est pas comme ça qu'on restaure. » Où est le romantisme? Il faut savoir que le problème, c'est l'école française d'archéologie qui, quand même, définit au niveau mondial, entre guillemets, on dit française parce que ça doit être européen, ou occidental, mais enfin, on se met toujours en valeur. En tout cas, voilà le problème. Quand vous parlez de restauration, il y a aussi la restauration, pas que de la nature, même du bâti. Ah oui. C'est complémentaire et on voit qu'on a tout à fait les mêmes difficultés en fait. Dans un geste de restauration qui veut rétablir l'état antérieur ou qui veut proposer autre chose, une projection. Ce sont deux gestes différents. Oui, il y avait une... Alors attendez. Attendez le micro. Ouais. Non, ça m'évoque tout de suite... Le stadium d'Agen, là j'étais petite quand ça a été, il y avait des fouilles historiques, enfin, l'histoire romaine, et aussi le quartier des tanneries à Agen, et c'était difficile de passer à autre chose. Voilà. C'est le deuil des lieux, enfin, voilà, c'est ce que ça m'évoque. Mmh. Bien, peut-être encore une remarque. Non, j'étais frappé par l'exemple de Fresh Skills, mais qui me rappelle un autre exemple de problématique de restauration écologique, beaucoup moins dramatique, mais très... Enfin, c'est un peu le même genre de problématique. C'est en Allemagne, dans les anciens terrains de mines de la Ruhr, qui ont en fait été transformés en réserve naturelle, dans le but de retrouver l'écosystème d'avant l'exploitation humaine. Et en fait, il y a une étape intermédiaire, en fait. Donc, c'est vraiment des terrains désertiques, c'est du sable, et il s'est créé une steppe.
une steppe de type Europe de l'Est et tout. Le problème, c'est que le lièvre d'Europe et une sous-espèce du lièvre d'Europe et l'outarde, qui sont des animaux en voie de disparition, se sont installés. Et en ce moment, il y a un débat entre écologistes sur le fait de est-ce qu'on doit conserver, finalement, bloquer l'expansion naturelle pour garder cette steppe qui finalement favorise le retour d'espèces qui étaient en voie de disparition, ou alors continuer l'évolution vers de la forêt et tout ça, qui interdirait en fait l'installation de ces animaux. Voilà, c'est un exemple qui... Je crois qu'on est toujours confronté à ce genre de problématique en fait. Oui, qu'est-ce qui se passe quand on restaure? Ça coûte très cher, on restaure et puis le résultat ne nous plaît pas. Mais ça arrive, parce que dans un terrain qui a été au préalable pollué ou abîmé, peut-être que les espèces qui vont arriver là et qui vont prospérer ne sont pas celles qu'on souhaite. Peut-être qu'on voulait avoir une grande diversité d'oiseaux, de petits passereaux, on va avoir seulement des mouettes et des goélands. On voulait... qu'est-ce qu'on fait quand ça ne nous plaît pas? Et c'est une vraie question. La même question s'est posée en Hollande, par exemple. Oui. Je ne sais pas s'il y avait encore une remarque. Sinon... Ah. Juste la dernière. C'est justement en Allemagne... vous savez que là où il y avait la frontière, là où ils avaient mis des barbelés, la nature a été libre pendant des années et il y a une vraie nature qui s'est remise sur cette limite et ça fait un parcours vert. J'avais eu un reportage là-dessus où la nature avait profité de ce no man's land obligatoire pour... est-ce que c'était la vraie nature ? Mais il faut peut-être faire son deuil de la notion de vraie nature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plutôt se dire qu'il y a des pôles de l'expérience, un pôle culturel, un pôle naturel, et qu'on oscille avec beaucoup d'ambivalence entre les deux. Ouais. Juste une dernière remarque. Pourrions-nous avoir une vision plutôt positive? Je pense qu'aujourd'hui, il est possible, et depuis peut-être la première fois, peut-être vous me contredirez, qu'on a une meilleure conscience des causes et des effets, grâce notamment à la connaissance, à la science, au savoir. Et parfois, je pense qu'on est parfois en mesure de prendre en considération une multitude de paramètres pour voir quelles sont les causes, les effets, et essayer de les anticiper au maximum. Ce que peut-être nous n'avons jamais fait depuis sans doute les débuts de l'humanité. C'est peut-être aussi une note positive. Je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. On a la capacité, par le développement des enquêtes sur les écosystèmes, pour la première fois d'envisager un monitoring complet, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe si on interdit la voiture dans un centre-ville. Il y a des effets sur la pollution, il y a des effets économiques, il y a des effets sur la santé publique. On est capable de croiser les données, on est capable de modéliser ce qui se passe. Et pour revenir à la restauration écologique, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que ce débat est intéressant, c'est que les pratiques ne sont pas encore figées. Ça fait encore débat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est du cas par cas, commanditaire par commanditaire, municipalité ou région par région. On applique des stratégies différentes. Mais on voit bien qu'on cherche à faire quelque chose de notre connaissance. On cherche en fait à traduire en action notre connaissance, et c'est maintenant que ça s'invente. C'est ce qui rend quand même notre génération ou son travail intéressant. Alors je vais avancer un petit peu dans ma troisième partie, que je vais sans doute écourter, et puis je sais pas, peut-être que pour les plus motivés, on mordra de quelques minutes sur le 19h pour discuter. Alors, je vous ai dit que la troisième partie porterait un tout petit peu plus sur la philosophie esthétique, et on peut le faire à travers une fable, une expérience de pensée que je vais vous présenter assez rapidement. Une expérience de pensée qui a été proposée par Emily Brady, qui est une des philosophes qui travaille dans le domaine de l'esthétique environnementale, une des voies intéressantes de l'esthétique environnementale. Et dans un article, elle propose l'expérience de pensée suivante. Elle dit voilà, moi j'appelle ça la fable des deux plongeurs, mais elle dit voilà, imaginez un massif corallien qui a été très endommagé par l'acidification des océans, c'est blanc, bon. Un premier plongeur arrive, il ne sait rien. Il est jeune, il ne sait rien sur les écosystèmes, la biologie, il s'en fiche complètement. Il a un œil naïf comme ça, il prend son masque, son tuba, il va se balader, il voit ces architectures blanches sous l'eau, il trouve ça magnifique. Il trouve ça magnifique parce qu'il voit en fait comme des cathédrales gothiques, on va dire, sous l'eau. Ça a l'air d'être des sculptures, c'est étrange, il y a des jeux de lumière, des jeux d'ombre. Il ressort de là, il est enchanté par l'expérience esthétique qu'il a faite. Arrive un deuxième plongeur, qui lui vivait là quand il était jeune, et qui a quelques connaissances en écologie maritime.
il a connu la même barrière avec des poissons, avec des couleurs extraordinaires. Il se balade avec son masque et son tuba, et il voit ça. Il ressort sur le rivage, et évidemment, il est effondré. Il fond en larmes. Parce que pour lui, ce qu'il a vu, c'est un spectacle de mort et de désolation. Lequel des deux a une évaluation esthétique correcte de cet objet? Aucun. Le premier. Alors, c'est une vraie question qui renvoie à un point très important, c'est que le texte principal que nous avons en théorie esthétique, surtout quand on veut parler de la nature, disons le texte fondateur, c'est la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant, un texte de 1790, donc qui date d'avant la révolution industrielle. Et dans ce texte, Kant nous dit que quand je dois juger si une chose est belle, je dois en juger d'après mes sensations, naïvement, sans prendre en compte ni l'état de mes connaissances, ni l'intérêt que j'ai à l'existence de cette chose. Je ne dois pas prendre en compte mes intérêts humains. Je dois vraiment m'en tenir dans l'évaluation esthétique à la sensation. Oui, et donc, mon jugement esthétique, Kant dit, bon, ok, un botaniste, quand il voit une fleur, il voit plein de choses sur son état de santé, sur ses mécanismes de reproduction, de cette plante, etc. Il voit plein de choses que ne voit pas le non-botaniste. Mais au fond, l'impression esthétique doit être la même. C'est-à-dire la lecture esthétique de l'objet doit être la même puisque notre système sensoriel est le même entre le botaniste et le non-botaniste. Et là, on voit qu'on arrive à un peu un dilemme. Soit on maintient ce que Kant affirme, c'est-à-dire l'autonomie du jugement de goût. Le jugement de goût est autonome par rapport à la connaissance que nous avons de l'écologie, de l'évolution. Et donc à ce moment-là, autonomie du jugement de goût, à ce moment-là, c'est l'autonomisme. Et l'autonomisme, on va dire que c'est le premier plongeur qui a raison. Soit on dit non, ça c'est plus possible aujourd'hui. Et on doit tenir compte de ce qu'on sait. On doit tenir compte des déprédations. Et donc ça va être le moralisme. C'est-à-dire qu'on va s'interdire de trouver beau certaines choses qui signifient la mort des écosystèmes. On va s'interdire de les trouver belles, pardon. Et or, ces deux positions ont leurs limites. L'autonomisme pur va nous amener à trouver que le spectacle d'une marée noire est magnifique. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Un autonomiste pur et convaincu peut dire qu'il a rarement vu plus beau que le champignon d'Hiroshima. Il y a un petit côté dans l'autonomisme intenable et insupportable. C'est-à-dire que ça signifie, c'est un peu Néron se réjouissant et jouant du violon en regardant flamber Rome. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous gêne dans cet autonomisme radical. Mais le moralisme, c'est embêtant aussi en esthétique, par exemple. Le moralisme, c'est-à-dire si je dis, ok, c'est d'après une espèce de politiquement correct écolo que je vais rectifier mes jugements de goût, je vais me forcer à trouver belles, peut-être, des choses qu'en réalité, moi, je ne trouve pas belles. Et donc, je me retrouve embêté. Alors, on est dans cet entre-deux un petit peu délicat, entre moralisme et autonomisme, mais on ne sait pas très bien comment trancher cette affaire. Comment trancher cette affaire? Ça va, je suis clair parce que j'accélère un peu. Ouais, ça va, c'est toujours clair. Autre expérience de pensée proposée cette fois par une autre philosophe qui travaille dans ce domaine, l'esthétique environnementale. J'appelle ça la fable du coucher de soleil. Cette philosophe s'appelle Cheryl Foster. Et son idée est la suivante. Vous êtes dans votre cuisine, vous voyez un coucher de soleil, c'est magnifique. Vous êtes là, vous en profitez, vous voyez ça par la fenêtre. Et il y a un voisin qui arrive qui dit « Ah ouais, t'as vu ces belles couleurs et tout, mais tu sais pas en fait ce qui se passe. Non, en fait, c'est l'usine à côté, là, où l'incinérateur, les filtres n'ont pas été changés, ils sont pas conformes. Et en fait, elle libère plein de dioxyde de soufre. C'est pour ça que tu as toute cette belle coloration. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que cette expérience de pensée amène un terme. Alors, Cheryl Foster, elle en tire une conclusion totalement moraliste. Elle est hyper politiquement correcte, écolo. Mais quand même, elle amène avec cette expérience de pensée une réflexion ou une piste qui me semble très intéressante, qui est la question de la déception. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis déçu. Et quand je suis déçu, c'est pas que, en fait, j'aime le spectacle, mais que je m'empêche de le trouver beau parce que j'ai une certaine connaissance
Et donc, ça n'est pas un mécanisme de correction par la morale d'une impression esthétique satisfaisante. C'est que ma perception elle-même en est changée. Quand je suis déçu, c'est ma perception elle-même du coucher de soleil qui n'est plus la même. Je suis déçu. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui est faussé. Je ne peux plus l'aimer, en fait. C'est en fait ma perception elle-même qui est informée par un savoir écologique. Alors, je glisse vers ma conclusion de manière un peu hâtive, mais on y reviendra peut-être au moment des questions. Il me semble que quand on lit Kant et quand on lit ce qu'il nous dit de l'esthétique environnementale ou de notre rapport au paysage, à la beauté naturelle, au fond, la plupart de ces réflexions reposent sur le postulat d'une triple autonomie, de 3 autonomies, et qu'au fond, aujourd'hui, en 2022, nous devons abandonner ces 3 autonomies. Un peu. Mais pour des raisons différentes et sans forcément moraliser. D'abord, implicitement, chez Kant, il y a une autonomie de la nature par rapport à la culture. Ça revient tout le temps dans les textes de Kant. Il dit finalement, Kant aussi avait prévu la déception. Il donne l'exemple d'un chant de rossignol. Il dit, on entend un chant de rossignol, c'est magnifique le soir. Puis si je sais que c'est le fils du voisin qui a un garnement qui imite le rossignol et que c'est pas un vrai rossignol, je suis déçu. Donc il y a une espèce d'autonomie et on sent bien ce que je vous disais sur le caractère permanent de la nature par rapport à la vie humaine qui est fragile, qui est vulnérable, qui est menacée. C'est ça qu'on ressent chez Kant. Pour Kant, quand je vais dans la nature, j'y trouve l'indice d'une perfection, en fait. J'y trouve l'indice d'une harmonie suprême. Ben pour nous, c'est plus tout à fait comme ça. Pour nous, nous voyageons dans les paysages de l'Anthropocène, transformés par l'activité humaine. Tout est intriqué. Et on ne peut pas postuler une autonomie de la nature par rapport à la culture. Ça découle d'ailleurs assez directement de ce que j'ai dit dans la première partie. Deuxième point important. Kant suppose une autonomie complète du jugement de goût par rapport à la morale. Mais en fait, ce qu'il y a derrière ça, quand il parle des paysages, on sent que chez lui, il y a vraiment un confort moral à se rapporter au paysage. C'est-à-dire, la nature me donne des images d'harmonie. Le ciel étoilé me donne des images d'harmonie. Et j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de moraliser, c'est-à-dire de s'interdire de trouver beau un coucher de soleil parce qu'il y a du dioxyde de soufre, il ne s'agit pas de moraliser en ce sens-là, mais que pour nous, la nature, le paysage, si vous voulez, devient le lieu d'une inquiétude morale. Nous vivons nos émotions esthétiques sur le fond d'une inquiétude. Un exemple très simple. J'ai passé l'après-midi sur la place. C'est sympa. On a bu des cafés, déjeuné, un petit verre de vin à midi en chemise. Le 12 novembre. C'est sympathique. Et je peux pas, du point de vue strictement de la perception, c'est très agréable. Mais il y a un truc qui cloche. Enfin, ça arriverait qu'une année sur 10. C'est bon, ok, c'est une année exceptionnelle. Mais c'est un peu plus chaud chaque année. Et donc, il y a quelque chose qui cloche. Et ça veut dire que ces expériences que je fais, je les fais pas simplement comme auparavant. Il ne s'agit pas de moraliser. Il s'agit que je peux faire des expériences agréables ou désagréables, mais sur fond d'inquiétude morale. C'est ce qui vient remettre en cause l'autonomie du jugement de goût par rapport à la morale. Et puis enfin, l'autonomie du jugement de goût par rapport à la connaissance est à remettre en cause dans la mesure où, souvent, nos évaluations de paysages peuvent être remises en cause par des connaissances qui vont créer pour nous de la déception. Et donc, notre position dans le monde n'est pas la même que pour un Kantien, n'est pas la même qu'en 1790. Nous devons en fait construire de nouveaux outils de philosophie esthétique. Ma conclusion, 2 photos que j'ai prises cette année. J'étais amené à faire des conférences à Dubaï et je suis monté sur le Burj Khalifa, le plus haut immeuble du monde. J'ai pris cette photo. On est à 1000 mètres. On a l'impression d'être en avion, mais on est bien dans une construction. Et puis, la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai pris cette photo en Bourgogne. Il se trouve que j'aime bien la Bourgogne. Alors, pourquoi je vous parle d'esthétique, au fond? Parce que j'ai l'impression, l'esthétique, souvent, du point de vue politique, c'est nul et non avenu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'esthétique, il y a toujours un petit côté philistin. Quand on parle, c'est « Ah oui, le monde est à feu et à sang, la guerre en Ukraine, c'est terrible. » Mais alors, j'écoute le Requiem de Mozart avec un bon verre de vin rouge chez moi et c'est sublime. C'est un peu ça l'esthétique. Il y a quand même... l'esthétique propose des délectations, même dans un monde qui va mal.
Seulement, il me semble que l'esthétique environnementale a cette particularité que, loin de nous éloigner de la politique, elle nous y ramène presque nécessairement. Il me semble que c'est selon la manière dont nous percevons ou comprenons ou ressentons ce qui se passe autour de nous que nous allons agir ou pas. En fait, il y a deux scénarios. Il y a un scénario d'une dégradation par palier de notre sensibilité à l'environnement, au milieu naturel. On pourrait imaginer que l'humanité attrape en quelque sorte la Terre dans un certain état de dégradation. Quand vous êtes né, c'est là, ça baisse un petit peu, le niveau de santé des écosystèmes baisse, et puis en fait vos enfants, si vous voulez, repartent avec d'autres repères. Et finalement, personne ne souffre vraiment, mais que de manière continue, il y a de moins en moins d'animaux sauvages, et puis un jour on pourra plus se baigner dans les océans, trop pollués, on pourra plus se baigner à la mer, et puis un jour il n'y aura plus d'animaux sauvages, il n'y aura plus que des animaux domestiques, et puis petit à petit, on va vivre comme à Dubaï, dans des milieux complètement climatisés, et puis finalement, pourquoi pas, c'est une vie, si je suis Instagrammeur, j'adore. Non, ironie facile. Mais on voit bien que ça c'est un scénario, et qu'il y a un autre scénario, qui consiste à se dire non, il faut vraiment réinstaller notre regard dans le monde et dans le paysage pour agir, parce que c'est le meilleur levier qu'on a pour éveiller la conscience écologique. C'est pas de terrifier les gens en leur disant qu'on va vers une catastrophe, vers un effondrement. Moi, je crois pas du tout à l'heuristique de la peur, je crois à la politique de l'émerveillement. Vous voyez, je pense que faire ressentir de la frayeur et de la culpabilité aux consommateurs et aux producteurs, c'est quelque chose qui est complètement tétanisant. Par contre, éduquer au regard esthétique sur le monde et sur le monde tel qu'il est, ça donne envie d'agir. Si vous prenez conscience de la vulnérabilité des écosystèmes, si vous la voyez, au lieu de rêver à la Panthère des Neiges ou à je sais pas quoi, si vous voyez ce qui se passe autour de vous, alors là, vous pouvez avoir envie de vous engager, d'agir, de faire partie d'une association, d'écrire, de faire passer des idées, de les transmettre aux jeunes générations. Donc en gros, il y a deux scénario pour l'humanité, il y a peut-être deux chemins, et il me semble que ce qui va faire qu'on va s'engager dans une voie ou dans l'autre, c'est peut-être de l'ordre du strictement rationnel. On va comprendre un jour, on va tous lire le rapport du GIEC, et on va trouver ça limpide. Si vous avez déjà essayé, c'est loin d'être le cas. Ou alors, on va avoir des émotions qui vont nous donner envie d'agir dans une direction. Donc l'esthétique environnementale, à mon avis, c'est un domaine important, puisqu'il mène à la prise de conscience de la nécessaire préservation de l'émerveillement. Voilà, si j'ose terminer par un jeu de mots. Voilà, je vous remercie. « 19h pile », donc voilà, je disais pour les plus motivés, si vous voulez, on peut encore échanger un petit peu, et pour ceux qui ont un dîner, voilà. Vous posez la question du beau. Ce qui est beau pour vous, pour moi, aujourd'hui, demain. Et puis, ce qui n'a pas trop été abordé, la question de la représentation. Je reviens à l'exemple de la photo de la plage avec le poteau qui rouille. Cette photo est magnifique. Mais c'est une photo. Enfin, on pourrait dire ceci n'est pas un poteau. Et peut-être que la personne qui a pris cette photo, avant de cadrer, avant d'imaginer une œuvre artistique, n'a pas regardé le paysage du tout de la même façon. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment l'objet d'un précédent ouvrage qui s'appelle « Devant la beauté de la nature », où je creuse beaucoup cette question, mais ça me prendra encore 3 heures de détailler, mais la question du beau dans la nature. Est-ce qu'il y a du beau dans la nature, et s'il y en a, d'où vient-il? En gros, il y a plusieurs manières de répondre à cette question, mais il y a principalement 2 écoles. Il y a ceux qui pensent que le beau, trouver beau des entités ou des paysages naturels, ça vient de la culture. En gros, c'est la culture qui nous fait aimer la nature. C'est parce que nous avons vu des photos, des tableaux, des films, des cartes postales, des fonds d'écran, des photos sur Instagram et sur Facebook, que notre regard s'est éduqué et que nous nous sommes mis à valoriser certains paysages. Et puis, il y a une autre voie qui vient parfois de la psychologie évolutionniste, qui considère que non. Il y a un ressort qui s'active dans l'émerveillement, qui est quelque chose de plus naturel et qui provient de la manière dont nos facultés de percevoir et de sentir se sont modelées sur les environnements terrestres. Au fond, ce serait le fruit de l'évolution.
Et là, on voit qu'il existe, alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il existe deux voies. Une voie naturaliste d'explication de notre émerveillement et une voie culturaliste. C'est un gros débat, c'est du lourd, mais c'est intéressant de poser cette question. En fait, c'est peut-être un peu complémentaire, comme toujours avec l'humain, c'est-à-dire que de même qu'on peut difficilement séparer nature et culture, nous sommes des êtres de nature et des êtres de culture. Si on met du sirop et de l'eau, une fois qu'on a fait le mélange, eh bien, il est très difficile de distinguer l'eau et le sirop et de les séparer à nouveau. Peut-être que nature et culture en nous, ça joue un peu de cette manière-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, interventions. Voilà, je suis désolé, hein, c'est pour relancer. Moi, je trouve les deux photos superbes. D'ailleurs, les deux ont la main de l'homme, les deux photos que vous présentez. Ce qu'il y a de dommage, c'est que c'est pas un circuit imprimé, hein, parce que ça pourrait être un circuit imprimé, vous voyez. Non, non, c'est des bâtiments. Et le gros problème de ça, c'est que dans 50 ans, dans 80 ans, qu'est-ce que ça va être, ça ? Parce que là, actuellement, bon, il y a une activité, etc. Mais honnêtement, quand vous savez que ces bâtiments-là, ce béton, passera pas 100 ans, que comment entretenir une tour de 1 kilomètre, etc. C'est les Européens qui ont fait ça. Hein. On a appelé les plus grands architectes mondiaux, qui sont la plupart du temps occidentaux. Et par contre, est-ce que c'est laid, ça? Non. Après, moi, juste un truc, c'est par rapport aux peintures, parce que vous aviez montré là des tableaux, c'est la nature morte. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça lorsque vous avez montré justement ce pauvre récif corallien. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, c'est superbe. C'est vrai que le pétrole, c'est magnifique. Bon, la nuit, c'est que c'est vrai, il y a la morale. Et puis, dans la photo, est-ce qu'il y a l'odeur? Parce qu'il faut voir qu'il n'y a que le sens de la vue que vous mettez en avant. Moi, je vous dis, les deux photos que vous avez prises, là, sont superbes. Alors, est-ce qu'avant, c'était un joli désert? Est-ce que le sable, le vide, c'est... Est-ce que le bocage qui est à droite, qui manifestement est le fruit de 3000 ans d'histoire au minimum, hein, de culture, là, à droite, bon... Mais c'est votre paysage, c'est votre enfance, et c'est chacun, justement, est-ce que c'est individuel? Le beau. Et puis, il y a une phrase, alors je ne sais plus si c'est le beau en besoin de preuves, le beau n'en demande point. Je crois que c'est celui qui a vécu 100 ans, La Fontenelle, qui avait sorti ça. Il y a beaucoup de choses, merci pour votre intervention, il y a beaucoup de choses. Et je relève juste un point, évidemment, pour des raisons pédagogiques, c'est très facile de vous montrer des photos. Le paysage, c'est polysensoriel. L'art, au mieux, touche deux sens, la vue et l'ouïe, c'est le cinéma, l'opéra. Le paysage touche 4 sens, enfin les 4 des 5 sens communs en permanence. Toucher, vue, odorat, olfaction. Et parfois aussi le goût, puisqu'on peut penser que, par exemple, en bord de mer, vous sentez un peu le goût de l'iode ou du sel dans la bouche. Vous avez aussi des goûts de résine ou d'essence végétale quand vous traversez une forêt. Donc, cette polysensorialité, je ne peux pas, pour des raisons pédagogiques et matérielles, pratiques, lui faire pièce, mais il ne s'agissait pas du tout de la nier. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore une remarque. Ou... Sinon... Merci beaucoup, merci Alexandre, c'était magnifique. Merci.